Émile Dubois possède tout ce que l'argent peut acheter, mais ne ressent rien, jusqu'à ce qu'il suive un soir sa mystérieuse gouvernante et soit témoin d'un amour si pur qu'il brise les murs autour de son cœur gelé. Léa Martin cumule 5 emplois pour prendre soin de sa mère atteinte de démence, invisible aux yeux de l'homme puissant dont elle cire les sols de marbre chaque matin. Mais lorsque leurs mondes s'entrechoquent, tous deux découvriront que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, elle se mesure au courage d'aimer sans limite. C'est une histoire de transformation, de sacrifice et des lieux inattendus où l'amour nous trouve. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées du penthouse d'Émile Dubois, se reflétant sur les comptoirs en marbre et les meubles épurés. À 800 piles, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Léa Martin en sortit, vêtue de son simple uniforme bleu marine. Elle transportait ses produits d'entretien dans un panier en plastique, ses mouvements précis et efficaces. Léa avait 28 ans, avec une peau mate qui semblait rayonner même sous l'éclairage artificiel cru du penthouse. Ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné, pas une mèche ne dépassait. Mais ses yeux, ils portaient un poids qui ne correspondait pas à son extérieur composé. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle, sa voix douce mais professionnelle, en apercevant Émile assis à l'îlot de la cuisine, défilant sur son téléphone. Émile leva à peine les yeux. À 34 ans, il était déjà l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de Paris. Son visage aurait pu être beau s'il n'était pas toujours figé dans un masque d'indifférence. Ses costumes coûtaient plus que ce que Léa gagnait en 3 mois. « Bonjour », marmonna-t-il, ne la voyant pas vraiment. Il ne la voyait jamais vraiment. C'était une partie de son travail, être invisible. Léa passa devant lui, commençant sa routine dans la salle de bain d'invités. Elle connaissait son emploi du temps par cœur. Dans exactement 20 minutes, il partirait pour le bureau. Il reviendrait à 19h30, sauf s'il avait un dîner d'affaires. Les vendredis, il travaillait de chez lui. Les dimanches, il n'était jamais là. La porte claqua quand Émile partit. Léa exhala un souffle qu'elle ne savait pas retenir. C'était plus facile quand il n'était pas là, à la regarder avec ses yeux bleus froids. « Encore un jour, encore 1 euro », murmura-t-elle pour elle-même, un mantra qu'elle répétait pour traverser de longues journées à nettoyer des maisons qui n'étaient pas les siennes, servant des gens qui oublieraient son nom si elle ne le portait pas épinglé sur sa poitrine. À l'autre bout de la ville, Émile était assis à l'arrière de sa berline de luxe, fixant des tableurs sur sa tablette. Son chauffeur, Marc, naviguait dans le trafic matinal avec une aisance habituelle. « Votre rendez-vous de 9h avec Investissement du Grand Ouest a été décalé à 9h30. La voix de son assistante résonna dans le haut-parleur de la voiture. « Et votre père a rappelé, il veut discuter du projet de la défense. » La mâchoire d'Émile se serra. « Dites-lui que j'appellerai quand j'aurai le temps. » Il a spécifiquement dit « J'ai dit que j'appellerai quand j'aurai le temps, Chloé. » La ligne se tut, puis « Oui, monsieur Dubois. » Son père, Raymond Dubois, était le fondateur de Dubois Immobilier de Luxe. Il avait cédé l'entreprise à Émile il y a 5 ans, mais il essayait toujours de tout contrôler depuis sa résidence de retraite sur la Côte d'Azur. Chaque décision d'Émile était scrutée, critiquée. Les affaires ne sont pas une question de sentiment, mon fils. C'est une question de résultat. Au moment où tu laisses les émotions entrer, tu as déjà perdu. Les mots de son père résonnaient dans sa tête, alors qu'il entrait dans l'immeuble de verre épuré qui abritait son entreprise. Les employés s'éparpillaient comme des oiseaux effrayés lorsqu'ils traversaient le bureau. Ils préféraient ça comme ça. La peur était plus fiable que le respect. De retour au penthouse, Léa travaillait méthodiquement. Épousseter, aspirer, polir, laver. Elle passait d'une pièce à l'autre, effaçant toute preuve de présence humaine. Émile aimait tout parfait, stérile, comme une salle d'exposition, pas une maison. Alors qu'elle changeait les draps de son lit king size, son téléphone vibra. L'écran affichait la douceur des temps. Son cœur s'emballa. « Allô? Tout va bien ?» La panique dans sa voix fut immédiate. « Mademoiselle Martin, tout va bien. Votre mère a juste eu un petit épisode ce matin. Elle est calme maintenant, mais elle vous demandait avec insistance. » Léa ferma les yeux, le soulagement l'envahissant. « Je serai là ce soir après le travail, comme d'habitude. Pouvez-vous me la passer au téléphone ?»« Bien sûr. » Un instant plus tard, une voix fragile se fit entendre. « Léa, c'est toi, ma chérie ?»« Oui, maman, c'est moi. Comment te sens-tu aujourd'hui? Où es-tu? Ils ont dit que tu serais là hier. » La gorge de Léa se serra. La démence de sa mère s'était aggravée. « J'étais là hier, maman, tu te souviens? On a chanté tes chansons préférées ensemble. »« Ah bon ?» La confusion dans la voix de sa mère brisa le cœur de Léa. « Je ne me souviens pas. C'est pas grave. Je serai là ce soir. On pourra chanter encore. » «
Tu promets? Tu ne m'oublieras pas? Je ne pourrai jamais t'oublier, maman. Jamais. Je serai là après le travail, comme toujours. Après avoir raccroché, Léa s'assit sur le bord du lit parfaitement fait d'Émile, ses épaules secouées de sanglots silencieux. 5 ans à voir sa mère, si vive et forte, s'éteindre. 5 ans à cumuler tous les emplois qu'elle pouvait trouver pour la garder dans une chambre privée à la douceur des temps, où le personnel la traitait avec dignité, au lieu de la considérer comme un simple fardeau. Elle s'accorda exactement 2 minutes de larmes avant de s'essuyer le visage et de se lever. Pas le temps de s'effondrer. Elle avait encore 3 heures chez Émile, puis un service de 4 heures au café, avant de pouvoir voir sa mère. La journée passa dans un flou. Émile revint du travail plus tôt que d'habitude, le visage sombre. Léa était dans la cuisine, essuyant les comptoirs une dernière fois. « Monsieur Dubois, » dit-elle, surprise. « Je terminais juste. » Il hocha la tête, desserrant sa cravate. « Bien, je serai dans mon bureau. » Léa ramassa rapidement ses affaires, ne voulant pas le déranger lorsqu'il était dans l'une de ses humeurs. Elle travaillait pour lui depuis assez longtemps pour reconnaître les signes, la mâchoire serrée, le pli entre ses sourcils. Quelque chose au travail l'avait contrariée. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle réalisa qu'elle avait laissé son chargeur de téléphone dans la cuisine. Elle revint discrètement, espérant le récupérer sans être remarquée. C'est là qu'elle l'entendit, une voix forte provenant du bureau d'Émile. Il était au téléphone et il était en colère. « Je me fiche de ce que papa pense. C'est mon entreprise maintenant, et je la dirigerai comme bon me semble. » Léa se figea. En 2 ans de travail pour Émile Dubois, elle ne l'avait jamais entendu élever la voix. « Non, écoutez-moi. J'ai passé toute ma vie à essayer de me montrer à la hauteur de ces exigences impossibles. Rien n'était jamais assez bien. Eh bien, devinez quoi? L'affaire de la défense se fera à ma manière. Et s'il n'aime pas ça, il n'a qu'à sortir de sa retraite et essayer de m'arrêter. » Il y eut un fracas. Quelque chose jeté contre un mur. Léa sursauta. Elle devait partir tout de suite, avant qu'il ne la surprenne à écouter aux portes. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle fit tomber un vase. Il vacilla, mais ne tomba pas. Pourtant, le bruit fut suffisant. « Qui est là ?» La voix d'Émile était tranchante. Léa apparut, le cœur battant. « Je suis désolé, monsieur Dubois. J'ai oublié mon chargeur de téléphone. Je n'ai pas fait exprès d'entendre. » Émile se tenait dans l'embrasure de son bureau, sa cravate défaite, ses cheveux habituellement parfaits ébouriffés, à force d'y passer la main. Pendant un instant, il parut presque humain, frustré, fatigué, peut-être même un peu embarrassé. « C'est bon, » dit-il, sa voix de nouveau soigneusement contrôlée. « Allez-y. » Léa hocha la tête, attrapant son chargeur sur le comptoir. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle sentit son regard sur son dos. Le lendemain matin, Léa arriva au travail pour trouver Émile déjà parti. Il y avait une note sur le comptoir. « Travail au bureau aujourd'hui, UD. » Elle fut soulagée. Après la rencontre gênante de la veille, elle n'était pas prête à lui faire face. La journée passa vite, et alors qu'elle terminait la dernière vaisselle, son téléphone sonna de nouveau. La douceur des temps pour le 2e jour consécutif, ce n'était jamais bon signe. « Mademoiselle Martin, je suis désolé de vous déranger à nouveau, mais votre mère passe une journée difficile. Elle refuse de prendre ses médicaments et elle est très agitée. »« Je serai là dès que possible, » dit Léa, sa voix serrée par l'inquiétude. « Pouvez-vous me passer le docteur Mercier ?» Alors qu'elle parlait avec le docteur, elle n'entendit pas les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Elle ne remarqua pas Émile debout là, la regardant, entendant sa partie de la conversation. « Non, s'il vous plaît, ne la sédatez pas. J'arrive tout de suite. Juste dites-lui que je suis en route. Dites-lui que je lui ai promis, et je ne romps jamais mes promesses envers elle. » Elle raccrocha et se retourna haletant en voyant Émile. « Monsieur Dubois, je ne vous ai pas entendu entrer. » Il la regardait étrangement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tout va bien ? » ?»« Oui, » dit-elle automatiquement, puis secoua la tête. « Non, en fait, c'est une urgence familiale. Je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas. » Émile hocha lentement la tête. « Bien sûr. Merci. J'ai tout terminé sauf la chambre d'amis, mais je peux venir tôt demain pour... » « Ne vous en faites pas, » l'interrompit-il. « La famille passe avant tout. » Les mots semblèrent le surprendre autant qu'ils la surprirent. Émile Dubois, l'homme dont les relations familiales semblèrent se résumer entièrement à des appels téléphoniques en colère, lui disant que la famille passait avant tout. « Merci, » dit-elle de nouveau, ramassant rapidement ses affaires. Alors qu'elle se précipitait vers l'ascenseur, elle ne vit pas le regard curieux sur le visage d'Émile. Elle ne savait pas que pour la première fois en 2 ans de travail pour lui, il s'interrogeait réellement sur sa vie, qui elle était quand elle ne nettoyait pas sa maison, quelle urgence familiale pouvait faire monter les larmes aux yeux de quelqu'un qui semblait toujours s'y poser.
Plus tard cette nuit-là, après 2 heures épuisantes à la douceur des temps où elle avait calmé sa mère, chanté pour elle et finalement réussi à lui faire prendre ses médicaments, Léa s'assit seule dans la petite cafétéria de la maison. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement. Le personnel lui avait offert une tasse de thé et un muffin rassis, leur façon de montrer leur soutien. Il connaissait sa situation. Il savait qu'elle menait une bataille perdue d'avance contre la maladie de sa mère, se tuant à la tâche pour payer des soins qui vidaient ses économies malgré ses multiples emplois. Seule dans la cafétéria faiblement éclairée, sans personne pour la regarder, sans masque à maintenir, Léa se laissa enfin pleurer. Elle pressa un torchon sur son visage pour étouffer le son des larmes qui coulaient, des larmes d'épuisement, de chagrin, de peur pour l'avenir. Elle ne savait pas que devant la fenêtre, debout dans l'ombre du parking, Émile Dubois la regardait. Il l'avait suivie depuis son penthouse, curieux de cette femme qui se déplaçait dans sa vie comme un fantôme, mais dont les yeux recelaient une profondeur de sentiment qu'il ne pouvait comprendre. Il n'avait pas eu l'intention d'envahir sa vie privée. Il se dit qu'il était simplement préoccupé par une employée. Mais la vérité était que quelque chose chez Léa Martin avait fissuré la carapace de glace autour de son cœur, une carapace qui s'était formée depuis qu'il avait 15 ans, debout stoïque aux funérailles de sa mère, tandis que son père murmurait « N'ose pas pleurer, les Dubois ne montrent pas de faiblesse ». Et maintenant, en regardant Léa pleurer seule dans cette cafétéria morne, quelque chose se brisa en Émile. Car malgré toute sa richesse, tout son pouvoir, tous ses murs soigneusement construits, il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de réel. Il se détourna, inaperçu, et retourna à sa voiture. Mais il savait qu'il reviendrait le lendemain soir, et le soir d'après, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que Léa Martin avait, qui le faisait se sentir humain de nouveau pour la première fois depuis des années. À l'intérieur, Léa sécha ses larmes et se leva. Elle avait un service de nuit à la pharmacie de garde à assurer. Il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement. Sa mère avait besoin d'elle, et Léa Martin ne rompait jamais une promesse, surtout pas à la femme qui avait tout sacrifié pour l'élever seule. Alors qu'elle sortait dans l'air frais de la nuit, elle n'avait aucune idée que ces mondes soigneusement séparés étaient sur le point de se heurter. Que l'homme dont elle astiquait les sols était maintenant irrévocablement curieux de la femme qui les astiquait. Qu'Émile Dubois, qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien qui comptait vraiment, était sur le point d'apprendre à quoi ressemblait la vraie richesse. Et cela changerait leur vie à jamais. Le lendemain matin, Émile était assis à l'îlot de sa cuisine, son café intact, fixant la skyline de Paris par la fenêtre. Il n'avait pas bien dormi. Des images de Léa, son visage maculé de larmes dans cette cafétéria faiblement éclairée, ne cessaient de repasser dans son esprit. L'ascenseur tinta, et Léa en sortit, pile à l'heure comme toujours. Elle semblait fatiguée, des cernes sombres sous les yeux à peine dissimulés par le maquillage. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle, sa voix professionnelle malgré son épuisement. Émile étudia son visage. Comment n'avait-il jamais remarqué le poids qu'elle portait? Comment l'avait-il regardée tous les jours pendant 2 ans sans la voir? « Bonjour », répondit-il, puis ajouta « Votre urgence familiale est-elle résolue ?» La surprise traversa son visage à sa question. « C'est en cours, mais merci de demander. » Elle se dirigea vers l'évier, remplissant son seau d'eau chaude et de savon, ses mouvements automatiques. Émile la regardait, se demandant quelle femme devenait sa femme de ménage quand elle quittait son penthouse. La femme qui chantait pour une patiente âgée dans une maison de retraite, qui pressait son front contre celui d'une autre et promettait de revenir. « Léa », dit-il soudain. Elle se retourna, surprise de l'entendre utiliser son prénom. « Oui, monsieur Dubois. Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi? 2 ans le mois prochain. Tom, en ces 2 ans, je ne vous ai jamais posé la moindre question personnelle, n'est-ce pas ?» L'expression de Léa était méfiante. « Ce n'est pas inhabituel, monsieur. La plupart des employeurs préfèrent maintenir des limites professionnelles. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle soupira. « Non, vous ne l'avez pas fait. » Émile hocha la tête, ressentant une émotion inconnue. Était-ce de la honte? Je m'en excuse. C'était inconsidéré. Léa ne savait pas quoi en penser. Émile Dubois s'excusant? À elle? Ce n'est rien, vraiment. Je suis juste ici pour faire mon travail. Et vous le faites exceptionnellement bien, dit-il. Je ne l'ai jamais vraiment reconnu non plus. Maintenant, elle était vraiment confuse. Merci, monsieur Dubois. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous avez besoin aujourd'hui? Émile se leva, ajustant sa cravate déjà parfaite. Non, je voulais juste dire que si vous avez besoin de plus de temps libre pour votre situation familiale, ce ne sera pas un problème. C'est très généreux, mais je ne peux pas me permettre. Elle s'interrompit, embarrassée.
Vous ne pouvez pas vous permettre quoi? Rien. J'apprécie l'offre, mais je gérerai mon emploi du temps. Émile voulut insister, mais quelque chose dans son expression l'arrêta. La fierté. La même fierté qu'il reconnaissait en lui-même. Très bien. Je serai au bureau jusque tard ce soir. Réunion du conseil d'administration. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il se retrouva à vouloir en dire plus, à combler d'une manière ou d'une autre l'énorme fossé entre employeur et employé. Mais les mots ne venaient pas. Ils ne venaient jamais. Son père s'en était assuré. Au bureau, Émile ne pouvait pas se concentrer. Les rapports trimestriels se brouillaient devant ses yeux, remplacés par des images de Léa à la maison de retraite, passant d'un patient à l'autre avec des mains douces et une voix chaleureuse. « Monsieur Dubois ?» La voix de son assistante le tira de ses pensées. Les membres du conseil d'administration attendent dans la salle de conférence. Juste, bien sûr. Il redressa ses épaules, revêtit le masque du PDG impitoyable et entra dans la réunion. Mais quelque chose s'était déplacé en lui. Pour la première fois depuis des années, il remettait en question la vie qu'il avait construite. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez lui, Émile se retrouva à rouler vers la douceur des temps de nouveau. Il se gara de l'autre côté de la rue, se sentant ridicule. Qu'est-ce qu'il faisait? Espionner sa femme de ménage? Il devrait partir. C'était inapproprié, intrusif. Mais alors, il la vit. Léa remonta le chemin vers l'entrée, portant toujours son uniforme de son deuxième emploi au café. Même après ce qui devait être une journée de travail de 12 heures, il y avait une légèreté dans son pas alors qu'elle approchait de la maison de retraite. Émile ne put s'en empêcher. Il sortit de sa voiture et s'approcha, se tenant près d'une fenêtre où il pouvait voir à l'intérieur sans être remarqué. La scène qui se déroula lui serra la poitrine. Léa entra dans une chambre où une femme âgée était assise dans un fauteuil roulant, fixant le mur d'un regard vide. La ressemblance entre elles était indéniable. Ce devait être la mère de Léa. « Salut, maman !» dit Léa, s'agenouillant à côté du fauteuil roulant. « C'est moi, ta Léa. J'ai apporté ta lotion préférée aujourd'hui. Lavande, comme celle que tu mettais quand j'étais petite. » La femme âgée ne répondit pas, mais Léa ne se découragea pas. Elle commença à masser la lotion sur les mains de sa mère, parlant tout le temps. « Tu te souviens comme tu me frottais ça sur les mains en hiver, quand elles étaient toutes gercées par le froid? Tu disais, « Les mains racontent notre histoire, ma petite. Prends-en soin. » Tandis qu'Émile regardait, Léa se déplaçait dans la pièce, rangeant des choses qui étaient déjà rangées, ajustant des photos sur la table de nuit. Elle sortit une brosse à cheveux et commença à brosser doucement les cheveux gris de sa mère. « Allons te faire belle, maman. Tu disais toujours qu'une femme devait être à son meilleur, même quand elle ne le sentait pas. » À la surprise d'Émile, la femme âgée parla soudainement. « Léa, c'est toi ?» La joie qui illumina le visage de Léa était comme un lever de soleil. « Oui, maman, c'est moi. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Tu travailles trop dur encore? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» La lucidité ne dura pas. En quelques minutes, la mère de Léa fixait de nouveau le mur. La brève connexion disparut. Mais Léa ne montra aucune déception. Elle changea simplement de vitesse, sortant un livre. « Lisons où nous nous sommes arrêtés hier, maman. » Émile se tenait là, transfixé, tandis que Léa lisait à voix haute un roman de poche usé. Sa voix changeait avec chaque personnage, donnant vie à l'histoire. Sa mère ne répondait pas, mais Léa lisait comme si elle se produisait devant un public captif. Après la lecture, Léa aida sa mère à dîner, lui essuyant le menton avec une telle tendresse qu'Émile dut détourner le regard. C'était trop intime, trop pur à observer, mais il ne pouvait pas partir, car ce qu'il voyait était différent de tout ce qu'il connaissait dans son monde d'affaires impitoyable et de jeux de pouvoir. C'était l'amour sous sa forme la plus pure, n'attendant rien en retour, donné librement même quand il n'était pas reconnu. Lorsque la mère de Léa s'endormit, Léa ne partit pas. Elle s'assit à côté d'elle, lui tenant la main, fredonnant doucement. Puis elle sortit une petite trousse de couture et commença à réparer une déchirure dans la couverture de sa mère. Finalement, une infirmière entra pour dire à Léa que les heures de visite se terminaient. Léa hocha la tête, se pencha pour embrasser le front de sa mère et murmura « Je reviendrai demain, maman. Je reviens toujours. » C'est à ce moment-là qu'Émile craqua. Debout dans l'ombre devant la douceur des temps, regardant Léa presser son front contre celui de sa mère endormie, promettant de revenir, il sentit des larmes sur son visage pour la première fois depuis les funérailles de sa mère, il y a 19 ans, parce qu'à cet instant, il comprit ce qui lui avait manqué. Ce que son père lui avait volé lorsqu'il lui avait appris que les émotions étaient une faiblesse, que la vulnérabilité était un échec. L'amour, inconditionnel, sans retenue,
désintéressé. Émile essuya rapidement son visage, tandis que Léa sortait du bâtiment. Il se cacha derrière un arbre, ne voulant pas qu'elle le voie. Alors qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, les épaules affaissées par l'épuisement, il prit une décision. Le lendemain matin, Léa arriva aux pentouses d'Émile pour le trouver vide. Sur son chariot de nettoyage se trouvait une simple enveloppe blanche avec son nom écrit dessus. Son estomac se serra. Allait-elle être renvoyée? Avait-elle fait quelque chose de mal? Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une note pliée, écrite d'une écriture masculine. « J'ai vu, je n'en avais pas le droit. Mais je devais comprendre pourquoi le silence dans ma maison semblait différent quand vous étiez là. Maintenant je sais, vous portez l'amour dans chaque pièce où vous entrez, même celle comme la mienne qui ne le mérite pas. » Eudé, Léa lut la note 3 fois, son cœur battant. Il l'avait suivie, il l'avait vue à la douceur des temps, avec sa mère, dans ses moments les plus intimes et vulnérables. Elle était toujours là, la note à la main, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et qu'Émile en sortit. « Vous m'avez suivi, dit-elle, la colère montant à travers son choc. Vous avez envahi ma vie privée. » Émile eut la décence de paraître honteux. « Oui, je suis désolé. »« Désolé ?» La voix de Léa monta. « Avez-vous la moindre idée à quel point c'était inapproprié? À quel point c'était intrusif? Je sais, je n'ai aucune excuse. Alors pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela ?» Émile passa une main dans ses cheveux, ressemblant moins au PDG soigné et plus à un homme luttant pour se comprendre. « Parce que quand je vous ai vu pleurer cette nuit-là, ici dans la cuisine, c'était la chose la plus réelle que j'ai vue depuis des années, et j'avais besoin de comprendre pourquoi. » Léa secoua la tête, des larmes de colère et d'embarras lui brûlant les yeux. « Vous n'aviez pas le droit de me suivre, pas le droit de nous espionner, ma mère et moi. »« Vous avez raison, dit-il doucement. Je ne l'avais pas. Qu'est-ce que je suis pour vous? Une sorte de curiosité? Une triste histoire pour vous faire vous sentir mieux à propos de votre vie parfaite? » « Non, dit Édouard, la voix tendue. Vous êtes quelqu'un qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur ce qui compte. » Amélie rit amèrement. « Eh bien, je suis ravie que mes difficultés aient pu vous offrir une expérience aussi éclairante. » Elle froissa le mot dans sa main. « Vous n'avez pas le droit de pleurer pour quelque chose que vous ne pouvez même pas commencer à comprendre. » Édouard s'approcha, les yeux implorants. « Alors, apprenez-moi. Montrez-moi comment être quelqu'un qui mérite de comprendre. » La vulnérabilité brute dans sa voix figea la colère d'Amélie. Elle le regarda vraiment, et vit au-delà du costume de luxe et de la coiffure impeccable, l'homme perdu en dessous. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, plus doucement maintenant. « Pourquoi est-ce que ça vous importe ?» La réponse d'Édouard les surprit tous les deux. « Parce que je ne crois pas m'être jamais vraiment soucié de quoi que ce soit. Et ça me tue. » L'honnêteté de ces mots planait dans l'air entre eux. Amélie ne savait pas quoi dire. Cet homme qui avait tout l'argent pouvait acheter, admettait qu'il n'avait rien qui compte. « Je devrais partir, dit-elle finalement. Je ne peux pas être ici en ce moment. » Édouard hocha la tête. « Je comprends. Prenez la journée de congé. Prenez la semaine si vous en avez besoin. Votre poste vous attendra. Et si je ne veux pas revenir, si je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui envahirait ma vie privée comme ça, alors je vous écrirai une recommandation qui vous obtiendra n'importe quel emploi dans la capitale, dit-il simplement. Et je vous paierai quand même pour le mois. » Amélie rassembla ses affaires, ses émotions trop compliquées pour être triées. Alors qu'elle atteignait l'ascenseur, Édouard parla de nouveau. « Amélie, votre mère, elle a la démence ?» Les épaules d'Amélie se raidirent, mais elle hocha la tête. « Démence précoce, ça fait 5 ans maintenant. Et vous vous en occupez seule. Je n'ai personne d'autre. » Les mots sortirent plus vulnérables qu'elle ne l'avait voulu. Édouard hésita, puis demanda « Combien d'emplois occupez-vous pour payer ses soins ?» Amélie se tourna pour lui faire face, le menton levé avec défi. « 5. Chez vous le matin, au café l'après-midi. Des gardes de nuit dans une pharmacie ouverte la nuit 3 fois par semaine. Réceptionniste le week-end dans un salon de coiffure. Et de la saisie de données en ligne dès que je peux trouver un moment. » Le visage d'Édouard pâlit. « 5 emplois? Comment faites-vous pour dormir ?»« Je dors assez, dit-elle, bien qu'ils sachent tous deux que c'était un mensonge. Je fais ce que je dois faire. C'est ça l'amour, monsieur Dubois. Ce n'est pas un sentiment. C'est un choix que l'on fait chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Sur ce, elle entra dans l'ascenseur, laissant Édouard seul dans son appartement-terrasse parfait et vide. Pendant 3 jours, Amélie ne retourna pas au travail. Elle utilisa ce congé inattendu pour passer plus d'heures à la maison de retraite Les Charmilles, pour rattraper son sommeil, pour réfléchir à ce qui s'était passé avec Édouard. Une partie d'elle était toujours en colère. Qui se prenait-il pour la suivre comme ça?
Mais une autre partie, une partie qu'elle ne voulait pas reconnaître, était touchée par sa réaction, par les larmes qu'elle avait aperçues dans ses yeux quand il lui avait demandé de lui apprendre, parce qu'elle l'avait vu alors, le vrai homme sous le pouvoir et la précision, juste un garçon qui n'avait jamais appris à aimer. Le 4e jour, elle retourna à l'appartement terrasse, ayant décidé de donner son préavis. Elle ne pouvait plus travailler pour lui, pas après ce qui s'était passé. C'était trop compliqué, trop déroutant. Mais quand elle arriva, Édouard l'attendait, assis à l'îlot de cuisine avec 2 tasses de café. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, » commença-t-il, poussant une tasse vers elle, « je veux que vous sachiez que j'ai passé ces derniers jours à réfléchir à ce que vous avez dit, sur l'amour étant un choix que l'on fait chaque jour. » Amélie posa son sac mais ne prit pas le café. « Je suis venu donner mon préavis de 15 jours. » Édouard hocha la tête. « Je comprends. Mais avant que vous ne décidiez pour de bon, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il sortit sa tablette et ouvrit un document, le faisant glisser sur le comptoir vers elle. Amélie le regarda, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un don que j'ai fait à la maison de retraite Les Charmilles. Pour des installations modernisées, de nouveaux équipements, des programmes de formation du personnel et un fonds pour couvrir les frais de prise en charge de votre mère pour les 10 prochaines années. » Les genoux d'Amélie faiblirent. Elle dut s'agripper au comptoir pour se stabiliser. « Quoi, pourquoi feriez-vous ?»« Parce que je peux, » dit simplement Édouard. « Parce que j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies, et vous vous tuez à la tâche pour payer les soins de votre mère. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. « Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Ce n'est rien pour moi, » dit Édouard. « Financièrement, je veux dire. Mais ce que cela représente n'est pas rien. C'est moi qui essaie de faire un choix. Le genre de choix que vous faites chaque jour. » Amélie secoua la tête, bouleversée. « Je ne comprends pas. Moi non plus, complètement, » admit Édouard. « Mais je sais que vous voir avec votre mère m'a montré ce qui me manquait, ce que mon père m'a appris à rejeter. Et je veux apprendre à être différent. » Il se leva, s'approchant d'elle. « Je ne vous demande pas de me pardonner de vous avoir suivi. Je ne vous demande même pas de continuer à travailler ici. Je vous demande juste de croire que je veux changer, que vous voir vraiment, a changé quelque chose en moi. » Amélie leva les yeux vers lui, voyant la vulnérabilité dans ses yeux bleus qui avaient autrefois semblé si froids. « Qu'attendez-vous exactement de moi, Édouard ?» C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. « Je veux comprendre ce qui fait de vous, vous. Je veux apprendre à me soucier de quelque chose comme vous vous souciez de votre mère. Je veux... » Il marqua une pause, cherchant des mots qui ne lui venaient pas facilement. « Je veux savoir à quoi ressemble l'amour. Parce que je ne crois pas l'avoir jamais vraiment vu auparavant. Pas avant de vous voir aux Charmilles. » La crudité de sa confession laissa Amélie sans voix. Cet homme puissant, ce magnate de l'industrie, se tenait devant elle comme un enfant demandant qu'on lui enseigne l'émotion humaine la plus fondamentale. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il doucement, « je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais je demande quand même. » Amélie prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir à tout ça. » Édouard hocha la tête. « Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Alors qu'Amélie quittait l'appartement terrasse, son esprit était en pleine effervescence. Le don aux Charmilles changerait tout. Elle pourrait quitter la plupart de ses emplois. Elle pourrait passer du temps réel avec sa mère. Elle pourrait dormir. Mais accepter semblait mal quelque part, comme si elle était achetée. Et pourtant, elle ne pouvait nier la sincérité qu'elle avait vue dans les yeux d'Édouard, le désir sincère de changer. Cette nuit-là, assise près du lit de sa mère aux Charmilles, Amélie était toujours indécise. Jusqu'à ce que l'infirmière en chef, Madame Dupont, entre avec une expression étrange sur le visage. « Amélie, ma chère, la chose la plus étrange est arrivée. Un très gros don a été versé aujourd'hui, spécifiquement pour l'amélioration des installations. Et il y a un fonds pour les soins de votre mère. » Amélie hocha lentement la tête. « Je sais. » Madame Dupont haussa les sourcils. « Vous savez, savez-vous aussi que le donateur a demandé à rester anonyme? Il y a juste une petite plaque à placer dans la salle de loisirs qui dit « Donné par un homme qui a enfin appris à quoi ressemble l'amour ». Le cœur d'Amélie fit un bond. Il ne l'avait pas fait pour la reconnaissance ou pour l'impressionner. Il n'avait même pas utilisé son nom. « Quand les améliorations commenceront-elles » demanda-t-elle. « C'est l'autre chose, » dit Madame Dupont, toujours l'air étonné. « Elles ont déjà commencé. Une équipe est arrivée cet après-midi avec de nouveaux rideaux, des livres, du matériel de musique. Ils reviennent demain avec plus. C'est Noël avant l'heure. » Après le départ de Madame Dupont, Amélie resta assise en silence, regardant sa mère dormir paisiblement. Le poids qui l'avait écrasé pendant 5 ans semblait s'être allégé. En quittant les Charmilles cette nuit-là, elle aperçut une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Édouard était assis au volant,
ne regardant pas la maison de retraite cette fois, mais simplement attendant. Elle. Amélie traversa la rue et s'approcha de la voiture. Édouard baissa la vitre, l'expression incertaine. « Je ne suis pas venu espionner », dit-il rapidement. « Je voulais m'assurer que vous rentriez chez vous en toute sécurité. Ces Russes ne sont pas les meilleurs la nuit. » Amélie étudia son visage dans la faible lumière. « Le don, vous n'avez pas mis votre nom. Ce n'était pas à propos de moi, » dit-il simplement. Et à ce moment-là, Amélie fit un choix. Elle ouvrit la portière de la voiture et monta. « Mon appartement est dans une rue animée du 18e arrondissement, » dit-elle, « et je n'ai pas encore dîné. Vous ?» Le sourire qui se répandit sur le visage d'Édouard était différent de toutes les expressions qu'elle lui avait vues auparavant. Il atteignait ses yeux, adoucissant les traits anguleux de son visage, le faisant paraître plus jeune, plus abordable. « Non, » dit-il, « pas encore. » Alors qu'il s'éloignait des charmilles, Amélie savait que c'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit un frisson d'espoir qui n'avait rien à voir avec le devoir ou l'obligation. Et pour Édouard, assis à côté de cette femme qui avait sans le savoir commencé à dégeler son cœur figé, le monde semblait soudainement plein de possibilités qu'il ne s'était jamais autorisé à imaginer. 2 semaines s'écoulèrent, apportant des changements qu'Amélie et Édouard n'auraient pu imaginer. Le petit bistrot près de l'appartement d'Amélie était devenu leur lieu de rendez-vous habituel. Chaque soir, après qu'Amélie ait rendu visite à sa mère, Édouard l'attendait dans sa voiture pour l'y conduire. Ce soir-là, ils étaient assis à leur table habituelle près de la fenêtre. Édouard, qui autrefois ne mangeait que dans des restaurants étoilés, commençait à apprécier le bistrot de Simone et leur fameux bœuf bourguignon. « Vous me fixez encore, » dit Amélie, un sourire aux lèvres, alors qu'elle coupait dans sa tourte au poulet. Édouard ne détourna pas le regard. « J'essaie de vous comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Je suis un livre ouvert. C'est ce qui me fascine, m'admit-il. J'ai passé toute ma vie à cacher qui je suis. Mais vous êtes juste authentiquement vous, peu importe où vous êtes. » Amélie haussa les épaules. « Ma mère m'a élevé comme ça. Elle disait toujours que faire semblant d'être ce qu'on n'est pas est trop épuisant à maintenir. Votre mère semble sage. Elle l'était. Elle l'est toujours. Les bons jours. » L'expression d'Amélie s'adoucit. « Elle m'a élevé seule après que mon père soit parti quand j'avais 4 ans. Elle travaillait 3 emplois mais prenait toujours le temps de m'aider avec mes devoirs, d'être à mes pièces de théâtre de l'école. » Édouard resta silencieux un instant. « Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Un cancer. » Amélie tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne. « Je suis désolé. Elle était différente de mon père, chaleureuse, gentille, mais lui... » La mâchoire d'Édouard se contracta. Après sa mort, il est devenu plus dur, plus froid. Il disait qu'il me préparait au monde réel, mais je pense qu'il ne savait juste pas comment gérer son chagrin. Ce n'est pas une excuse pour la façon dont il vous a traité. Peut-être pas. Mais ça m'a façonné en ce que je suis. Amélie étudia son visage. Et qui est-ce exactement? Édouard baissa les yeux vers sa main, toujours posée sur la sienne. Je ne suis plus sûr. Je pensais savoir. Réussir. Être puissant. Respecté. Sinon aimé. Mais dernièrement, je me suis demandé si tout cela avait de l'importance. Qu'est-ce qui compte pour vous, Édouard? Il leva les yeux, ses yeux bleus intenses. Je suis toujours en train de le découvrir. La serveuse apporta leur café, interrompant le moment. Édouard observa Amélie la remercier par son nom, lui demander des nouvelles de ses enfants. C'était si naturel, cette connexion qu'elle formait avec tout le monde autour d'elle. « Vous savez, » dit Amélie, remuant le sucre dans son café, « vous n'êtes pas obligé de venir me chercher tous les soirs. Je prends le bus depuis des années. Je sais que je n'ai pas à le faire. Je le veux. » Pourquoi? Édouard réfléchit à la question. « Parce que quand je suis avec vous, je me sens différent. Mieux d'une certaine manière. » Amélie sourit, mais il y avait de la prudence dans ses yeux. « Je ne suis pas un projet, Édouard, ni une œuvre de charité. Je n'ai jamais pensé que vous l'étiez, » dit-il fermement. « Au contraire, vous êtes la professeure et je suis l'élève. Et que suis-je en train de vous apprendre? Comment redevenir humain ?» La sincérité dans sa voix fit chavirer le cœur d'Amélie. C'était un terrain dangereux. Il était son employeur, ou l'avait été, jusqu'à ce qu'elle ait officiellement démissionné la semaine dernière pour se concentrer sur le temps passé avec sa mère, maintenant que le don d'Édouard avait supprimé la pression financière. « En parlant d'apprentissage, dit-elle, changeant de sujet, Madame Dupont m'a dit qu'il commençait un programme de musicothérapie aux Charmilles, grâce à votre don. Elle pense que cela pourrait aider ma mère. » Édouard hocha la tête, permettant le changement de sujet. « J'ai lu des recherches sur la musicothérapie pour les patients atteints de démence.
Cela peut être remarquablement efficace. Vous avez recherché des traitements pour la démence? Il eut l'air presque embarrassé. Je voulais comprendre ce que vous aviez enduré. Amélie ne savait pas quoi dire. L'idée qu'Édouard Dubois, bourreau de travail notoire, prenne le temps de rechercher la condition de sa mère, la toucha profondément. « Merci », dit-elle simplement. Après le dîner, Édouard reconduisit Amélie chez elle comme d'habitude. L'immeuble d'appartement se trouvait dans un quartier qu'il aurait évité un mois auparavant, vieux, délabré, avec des portails de sécurité qui avaient connu de meilleurs jours, mais maintenant il le voyait différemment. Il voyait les enfants jouer sur le trottoir malgré l'heure tardive, les voisins âgés assis sur le pas de leur porte à discuter, le sens de la communauté qui était absent de son gratte-ciel stérile. « Voudriez-vous monter » demanda Amélie alors qu'il se garait. Elle ne l'avait jamais invité à entrer auparavant. Édouard hésita. « Vous êtes sûr? Ce n'est pas grand-chose. Rien à voir avec chez vous. Mais c'est chez moi. J'adorerais. » L'appartement d'Amélie était au 3e étage. Un petit 2 pièces avec des meubles usés mais d'une propreté impeccable. Les murs étaient couverts de photos. Amélie enfant avec sa mère, Amélie à sa remise de diplôme, Amélie et sa mère à ce qui ressemblait à une plage. « Vous avez une belle maison, » dit Édouard, et il le pensait, car malgré sa taille et son âge, l'appartement semblait habité, aimé, d'une manière que son appartement terrasse n'avait jamais eue. « C'est petit, mais ça me convient. Je ne suis pas beaucoup là de toute façon avec tous les emplois. Vous pourriez déménager quelque part de plus agréable maintenant, » dit Édouard prudemment. « L'argent du fonds, c'est pour les soins de ma mère, » finit Amélie fermement. « Je ne l'utilise pas pour moi. » Édouard hocha la tête, comprenant sa fierté. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Vous pouvez demander. Je pourrais ne pas répondre. C'est juste. » Il prit une photo de sa mère, plus jeune, vibrante, riante. Quand a-t-elle été diagnostiquée? Le visage d'Amélie s'adoucit à la vue de la photo. Il y a 5 ans. Elle n'avait que 53 ans. J'ai remarqué qu'elle oubliait des choses, qu'elle était confuse. Au début, j'ai cru que c'était juste le stress. Elle travaillait dur comme toujours. Mais ensuite, elle s'est perdue en rentrant du supermarché où elle allait depuis 20 ans. Édouard écouta Amélie décrire le diagnostic, la progression rapide, la décision difficile de déménager sa mère aux Charmilles quand s'occuper d'elle à la maison devint impossible. « Le plus difficile, ce sont les bons jours, » dit Amélie, la voix nouée. « Quand elle est lucide, quand elle sait qui je suis et se souvient de tout, ça me donne de l'espoir. Mais le lendemain, ou même 1 heure plus tard, elle est de nouveau partie. C'est comme la perdre encore et encore. » Édouard s'approcha, passant hésitamment un bras autour de ses épaules. « Vous ne l'avez pas perdue. Pas vraiment. Vous continuez à être là, à l'aimer. Cela compte, même si elle ne le reconnaît pas toujours. » Amélie leva les yeux vers lui, surprise par sa perspicacité. « Quand êtes-vous devenu si sage? Je ne fais que répéter ce que j'ai appris en vous observant. » Leurs yeux se tinrent un long moment. Puis, lentement, Édouard se pencha et l'embrassa. C'était doux, interrogateur. Amélie se figea une seconde, puis l'embrassa en retour. Quand ils se séparèrent, elle parut aussi surprise que lui. « Je n'aurais pas dû faire ça, » dit Édouard immédiatement. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » répondit Amélie doucement. « Moi, je ne le suis pas. » Ils s'assirent sur son petit canapé, parlant jusqu'à bien après minuit. Édouard lui raconta son enfance avec un père qui mesurait l'amour en réussite, la perte de sa mère et l'enfouissement de son chagrin parce que le montrer était une faiblesse. Amélie parla de ses rêves d'aller à l'université, mise en veilleuse quand sa mère était tombée malade, du recueil de poésie qu'elle écrivait dans des moments volés entre ses emplois. Quand Édouard partit finalement, quelque chose avait changé entre eux. Les frontières s'étaient estompées. Ils n'étaient plus employeurs et employés, bienfaiteurs et bénéficiaires. Ils étaient juste 2 personnes, se connectant d'une manière qu'aucun n'avait prévue. Le lendemain matin, Édouard fut réveillé par son téléphone qui sonnait. Le nom de son père s'affichait sur l'écran. Avec un soupir, il répondit « Allô, papa. Je viens de raccrocher avec Harold Léger. » La voix perçante de son père retentit sans salutation. « Il dit que vous vous êtes retiré du projet d'aménagement à la Défense. Est-ce vrai ?» Édouard s'assit dans son lit. « Oui, c'est vrai. Vous avez perdu la tête? Cette affaire valait des millions. Elle aurait déplacé 50 familles de logements abordables. Nous pouvons trouver un autre emplacement. » Le silence à l'autre bout fut menaçant. Puis, « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon fils? » Très drôle, papa. Je ne plaisante pas, Édouard. Depuis quand vous souciez-vous des logements abordables? Vous êtes dans l'immobilier de luxe? Ça peut-être est-il temps de se diversifier. La voix de Richard Dubois se durcit. C'est à cause d'une femme, n'est-ce pas? Édouard se figea. De quoi parlez-vous? Ne faites pas l'idiot.
Votre assistante a mentionné que vous partiez tôt, manquiez des réunions. Et maintenant cette soudaine attaque de conscience? Il y a une femme impliquée. Ma vie personnelle ne vous regarde pas. Elle me regarde quand elle affecte mon entreprise. Votre entreprise? La colère d'Édouard éclata. Vous m'avez confié Dubois Immobilier il y a 5 ans. C'est mon entreprise maintenant. Et vous la menez à la ruine? Non, papa. Je la mène différemment. Peut-être même mieux. Son père ricana. Mieux pour qui? Pas les actionnaires. Le commerce, ce n'est pas seulement la valeur pour les actionnaires. Qui est-elle, Édouard? Une activiste idéaliste qui vous remplit la tête de bêtises sur la responsabilité sociale. Édouard pensa à Amélie, sa force tranquille, son amour inébranlable pour sa mère, sa dignité malgré 5 emplois juste pour survivre. C'est quelqu'un qui m'a rappelé qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, dit-il finalement. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Il raccrocha, la voix en colère de son père coupée au milieu d'une phrase. Cela fit du bien, libérateur. Plus tard dans la journée, Édouard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il quitta le travail à midi. Il se rendit au Charmilles, où il avait organisé une surprise pour Amélie et sa mère. Quand il arriva, il trouva Amélie dans la salle de loisirs, assise à côté du fauteuil roulant de sa mère. Une petite foule s'était rassemblée autour d'elle, résidents et personnels. Au centre de la pièce se trouvait un piano flambant neuf. « Ça, que se passe-t-il » demanda Amélie quand elle le vit. Édouard sourit. « Une petite surprise. Je me suis souvenu que vous aviez mentionné que votre mère était professeure de piano avant de tomber malade. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « Vous avez acheté un piano pour les Charmilles? Et j'ai embauché une musicothérapeute. Elle commence aujourd'hui. » Il désigna une jeune femme arrangeant des partitions sur le piano. « Elle s'appelle Mélodie. Appropriée, n'est-ce pas? Elle est spécialisée dans les soins de la mémoire. » Les larmes remplirent les yeux d'Amélie. « Édouard, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Regardez juste. » Mélodie s'assit au piano et commença à jouer une mélodie douce et familière, La vie en rose. Les résidents écoutèrent, certains se balançant doucement, d'autres se contentant d'observer. Puis quelque chose de remarquable se produisit. La mère d'Amélie, qui fixait le mur d'un air vide, se tourna vers la musique. Ses doigts commencèrent à bouger sur ses genoux, comme si elle jouait. « Maman » murmura Amélie, s'agenouillant à ses côtés. « Tu te souviens de cette chanson ?» Lentement, sa mère hocha la tête. « Je te l'ai apprise, quand tu étais petite. » Amélie haleta, saisissant la main de sa mère. « Oui, c'est vrai. » Mélodie se leva du banc de piano, faisant signe à la mère d'Amélie de prendre sa place. Avec de l'aide, la femme âgée fut placée devant les touches. Tout le monde attendit, le souffle coupé. Puis, miraculeusement, ses doigts trouvèrent les notes. Hésitant au début, puis plus assuré. La mélodie émergea, imparfaite, mais reconnaissable. Les larmes d'Amélie coulaient librement maintenant. Édouard se tenait en retrait, regardant la scène se dérouler, les yeux humides. C'était ça qui comptait. Après le concert impromptu, la mère d'Amélie était fatiguée mais plus alerte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle reconnut même Amélie sans qu'on le lui suggère. « Qui est votre ami ?» demanda-t-elle, regardant Édouard. Amélie hésita. « C'est Édouard, maman. C'est un bon ami. Il est beau !» observa sa mère avec une étincelle dans les yeux qui fit rougir Amélie. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Fournier, » dit Édouard, prenant doucement sa main fragile. « Appelez-moi Viviane, » répondit-elle. « Tout ami de mon Amélie est un ami à moi. » Plus tard, alors qu'ils marchaient vers le parking, Amélie était silencieuse. Édouard craignit d'avoir de nouveau dépassé les bornes. « Êtes-vous fâché à propos du piano ?» demanda-t-il. Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Non, je suis bouleversée. Par tout ça. Le don, le piano, la musicothérapeute, et par tout ce qui se passe entre nous. » Édouard prit ses mains dans les siennes. « Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ?»« Je ne sais pas, c'est compliqué. Il y a un mois, j'étais votre femme de ménage, Édouard. Maintenant, vous achetez des pianos pour ma mère et vous m'embrassez sur mon canapé. Est-ce que ça vous dérange ?»« Ça me trouble, admit-elle. Ce n'est pas un conte de fées. Vous êtes un PDG fortuné. Je suis une aide ménagère avec un baccalauréat. Nous venons de mondes différents. C'est peut-être précisément pour ça que nous avons besoin l'un de l'autre, dit Elliot doucement. Votre monde a tout ce qui manquait au mien. » Léna le regarda dans les yeux, cherchant une réponse. « Et si ce n'était qu'une passade pour vous? La fascination d'un homme riche pour la vie de l'autre moitié du monde ?» La question piqua, mais Elliot comprit sa peur. « Je ne peux pas prouver ce qu'il y a dans mon cœur, Léna. Je peux seulement vous demander de me donner la chance de vous le montrer avec le temps. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'étaient des chaînes dorées.
Sa mère était devenue agitée après leur départ, demandant Lena sans cesse. Elle devait y retourner. « Allez-y, dit Elliot, j'attendrai. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux. » Cette simple phrase devenait leur leitmotiv, pas une obligation, mais un choix. Lena retourna auprès de sa mère, la calmant par des mots doux et des gestes tendres. Lorsque Viviane se fut enfin apaisée, Lena lui chanta une berceuse jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'était une facette de Lena qu'Elio avait déjà aperçue, mais la revoir maintenant, après leur conversation, le toucha d'une nouvelle manière. Il ne s'agissait plus seulement d'apprendre de Lena. Il s'agissait de vouloir être digne d'elle, de devenir le genre d'homme qui méritait quelqu'un d'aussi authentique et aimant qu'elle. Lorsqu'ils quittèrent les Chênes Dorés ce soir-là, Lena était épuisée mais heureuse. Le bref retour à la lucidité de sa mère pendant la séance de piano était un cadeau inattendu. « Merci, dit-elle en montant dans la voiture d'Elliot. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout. » Elliot se pensa et lui serra la main. « Vous n'avez pas à me remercier. Voir votre mère jouer, voir votre visage quand elle vous a reconnu, c'était déjà un merci suffisant. » Ils roulèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Elliot s'arrête soudainement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lena. « Rien. Je veux juste vous montrer quelque chose. » Ils étaient garés devant un petit immeuble en briques avec une pancarte « à louer » dans la vitrine. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Lena en sortant de la voiture. Elliot la conduisit à la vitrine. « C'était une librairie. J'ai acheté l'immeuble la semaine dernière. »« Pourquoi ?»« À cause de quelque chose que vous avez dit lors d'un dîner il y a quelques soirs, que vous auriez aimé qu'il y ait une librairie près des Chênes Dorés, un endroit où vous pourriez emmener votre mère lors de ces bonnes journées. » Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Elliot, j'ai pensé que nous pourrions peut-être en faire une librairie-café, accessible aux visiteurs âgés, avec des sièges confortables, un bon éclairage, peut-être même un petit espace scénique pour la musique. Nous ?» Elio se tourna vers elle. « Je sais que vous vouliez faire des études de commerce avant que votre mère ne tombe malade. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le diriger, en être la gérante, ou même la propriétaire à terme. » Lena resta bouche bée. « Je ne peux pas. Je n'ai pas l'expérience. Vous avez plus de sens des affaires que la moitié des cadres que je connais. Vous avez géré 5 emplois et les soins de votre mère pendant des années. Cela demande plus de compétences que de diriger un grand groupe français, croyez-moi. Mais le coût est un investissement dans la communauté, dans les résidents des Chênes Dorés et, il hésita, en nous, si vous voulez qu'il y ait un nous. » Lena regarda de la vitrine vide au visage plein d'espoir d'Elio. « C'est fou. Peut-être, mais pour la première fois de ma vie, je ne prends pas de décision basée sur les marges bénéficiaires ou l'approbation de mon père. Je les prends en fonction de ce qui me semble juste. Et ça me semble juste. » Avant que Lena ne puisse répondre, une élégante voiture noire s'arrêta derrière celle d'Elio. La portière s'ouvrit et un homme plus âgé en sortit, grand, imposant, avec les mêmes yeux bleus qu'Elio, mais dénué de la chaleur qui les avait récemment animés. « Papa ?» dit Elliot, clairement choqué. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le regard froid de Richard Montaigne passa de son fils à Lena, l'évaluant dans ses simples jeans et son pull. « Alors c'est elle, dit-il, la voix dégoulinante de mépris. C'est elle qui transforme mon fils en sentimental niais. » Elliot se plaça protectrice devant Lena. « Ne lui parlez pas comme ça. Je parlerai comme je veux. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à la réputation de notre entreprise? Le conseil est en ébullition. Tu as annulé 3 projets majeurs, donné des millions à une maison de retraite, et maintenant tu achètes des immeubles délabrés dans des quartiers qui ne correspondent pas à notre image de marque. Comment m'as-tu trouvé? Demanda Elliot. Richard ricana. Tu crois que je n'ai pas de gens pour veiller sur mes intérêts? Ton assistante est très loyale envers moi. Ça, Claire, elle m'espionnait. Elle me tenait informé. Il y a une différence. Lena toucha le bras d'Elliot. Peut-être que je devrais partir. Non, dit Elliot fermement. Tu restes. Papa, tu devrais partir. Les yeux de Richard se plissèrent. Tu choisis cet inconnu plutôt que ton propre père? Plutôt que l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien? La voix d'Elliot était ferme. Elle s'appelle Lena. Et oui, si ce sont mes options, je la choisis elle. Parce qu'elle m'a montré plus d'intégrité et d'amour en quelques semaines que toi durant toute ma vie. Le visage de l'homme plus âgé rougit de colère. Toi, ingrat, ça suffit. Elio le coupa. Retourne dans ta voiture et rentre sur la Côte d'Azur. Je t'appellerai quand je serai prêt à parler civilement. Un instant, il sembla que Richard allait exploser. Puis, avec un effort visible, il se maîtrisa. Ce n'est pas terminé, dit-il froidement. Quand elle t'aura ruiné, ne reviens pas en rampant. Il monta dans sa voiture et claqua la portière.
Alors que le véhicule s'éloignait, Elliot laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Je suis tellement désolé pour ça, » dit-il, se tournant vers Lena. « Mon père est un peu comme vous l'étiez il y a un mois, » finit Lena doucement. Elliot parut surpris, puis songeur. « Vous avez raison, et ça me terrifie. La différence, c'est que vous changez. Vous choisissez d'être différent. » Il prit ses mains dans les siennes. « À cause de vous. » Lena secoua la tête. « Non, vous changez parce que vous le voulez. Parce que, quelque part en vous, vous avez toujours su qu'il y avait plus à la vie que ce que votre père vous a enseigné. » Ils restèrent là sur le trottoir, la librairie vide derrière eux, l'avenir non écrit devant eux. Elio venait de s'opposer à son père, quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 34 ans. Il avait choisi Lena, une femme qu'il connaissait à peine, au détriment de l'approbation qu'il avait passé sa vie à chercher. Et ça lui semblait juste. Pour la première fois de sa vie, Elio Montaigne sentit qu'il prenait des décisions basées sur ce qu'il voulait vraiment, et non sur ce qui était attendu de lui. « À propos de la librairie, » dit Lena après un instant, « et de nous, » Elliot retint son souffle, attendant. « Je crois que nous pourrions peut-être essayer, les deux, si nous prenons notre temps. » Le sourire qui se répandit sur le visage d'Elliot était si sincère, si désarmant, que Lena ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. C'était l'homme véritable, émergeant de derrière les murs qu'il avait construits, et elle découvrait qu'elle aimait ce qu'elle y trouvait. Alors qu'il retournait à la voiture, le téléphone d'Elliot vibra de messages, sans doute les répercussions de la visite de son père. Mais pour une fois, il ne le saisit pas. L'empire des affaires pouvait attendre. En cet instant, rien n'était plus important que la femme à ses côtés, qui lui avait enseigné ce qui comptait vraiment dans la vie. Et tandis qu'il s'éloignait, se dirigeant vers le restaurant pour leur dîner désormais habituel, Elio ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Car malgré toute sa richesse et son pouvoir, il s'était senti vide à l'intérieur jusqu'à ce que Lena lui montre ce à quoi ressemblait la véritable richesse. Ça ressemblait aux doigts de sa mère, retrouvant des notes familières sur un piano, au visage de Lena illuminé de joie au son, à la promesse d'une librairie où des souvenirs pourraient être créés et partagés. Ça ressemblait à l'amour, un amour désordonné, compliqué, inopportun, merveilleux. Et pour la première fois de sa vie, Elliot Montaigne n'avait pas peur de l'embrasser. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où le père d'Elliot les avait confrontés devant la librairie vide. L'automne avait cédé la place à l'hiver, apportant un air vif et des décorations de fête à la ville. Pour Elio et Lena, ces mois avaient été les plus transformateurs de leur vie. La librairie, désormais appelée le coin de Viviane, en l'honneur de la mère de Lena, prenait forme. Elio avait engagé des entrepreneurs pour rénover l'espace, mais les décisions de conception étaient toutes celles de Lena. De grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle, des coins lecture douillets avec des fauteuils confortables, une petite scène pour les lectures de poésie et les performances musicales, un espace café avec des tables accessibles aux fauteuils roulants. Aujourd'hui, il rencontrait l'architecte d'intérieur pour choisir les dernières touches avant la grande ouverture prévue pour le nouvel an. « Que pensez-vous de ces étagères ?» demanda Lena, désignant une option en bois de cerisier chaud. « Ni trop foncé, ni trop clair. » Elliot sourit, observant sa prise de décision assurée. « Elles sont parfaites. » La décoratrice prit des notes, puis leur montra des échantillons de tissus pour les banquettes près des fenêtres. Lena fut immédiatement attirée par un bleu doux. « Cela me rappelle les rideaux de notre appartement quand j'étais petite, » expliqua-t-elle. « Ma mère disait que c'était la couleur des possibles. » Elliot lui prit la main, la serrant doucement. Il aimait ces aperçus de son passé, les histoires qu'il avait façonnées. Après la réunion, ils marchèrent jusqu'à la voiture d'Elio, leur souffle visible dans l'air froid de décembre. « Je dois passer au bureau pour quelques heures, » dit Elliot. « Réunion du conseil d'administration sur la nouvelle initiative de logement abordable. Voulez-vous que je vous dépose aux Chênes Dorées ?» Lena hocha la tête. « Mélodie fait un concert de Noël avec les résidents aujourd'hui. » Maman a répété « douce nuit » toute la semaine. Le visage d'Elliot s'éclaira. « Vraiment, c'est merveilleux. » Le programme de musicothérapie avait eu plus de succès que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Viviane Porter avait des jours meilleurs plus fréquemment maintenant. Elle luttait toujours avec sa mémoire, avait encore des moments difficiles, mais la musique avait ouvert une porte que tout le monde pensait définitivement fermée. « Tout est grâce à vous, » dit Lena doucement tandis qu'il roulait. « La thérapie, le piano, tout ça. » Elliot secoua la tête. « J'ai juste fourni les ressources. C'est vous qui n'avez jamais abandonné. » Lorsqu'ils arrivèrent aux Chênes Dorées, Lena se pencha et l'embrassa pour lui dire au revoir. Ces petits gestes d'affection surprenaient toujours Elio, le contact désinvolte de sa main sur son bras,
la façon dont elle jouait distraitement avec ses cheveux quand ils étaient assis ensemble sur son canapé. L'affection physique n'avait jamais fait partie de sa vie avant Léna. « Je viendrai vous chercher à 6 heures, promit-il. Puis dîner ?» Léna sourit. « C'est à votre tour de cuisiner, vous vous souvenez? Vous avez promis de me montrer ce fameux plat de pâtes que vous prétendez faire. » Elio rit. « Fameux est peut-être un euphémisme. C'est la seule chose que je sache cuisiner. J'ai hâte. » En entrant aux Chênes Dorés, Léna s'émerveilla de tout ce qui avait changé. L'EHPAD, autrefois délabré, avait maintenant une peinture fraîche, de nouveaux meubles, un équipement médical modernisé. Plus important encore, le personnel s'était étoffé, avec une formation spécialisée dans les soins de la démence. Léna trouva sa mère dans la salle d'activité, assise au piano avec Mélodie. Plusieurs autres résidents étaient rassemblés autour, certains tenant des grelots ou de petits tambourins. « Léna !» appela sa mère, le visage s'éclairant. « Viens t'asseoir avec moi, on fait des chants de Noël. » Ces moments de lucidité étaient des cadeaux précieux. Léna se précipita et s'assit à côté de sa mère sur le banc de piano. « J'ai pratiqué, » lui dit Viviane fièrement. « Écoute. » Ses doigts, autrefois gracieux et sûrs, se déplaçaient maintenant plus lentement sur les touches. Mais la mélodie était claire, douce nuit, jouée avec le soin de quelqu'un qui avait autrefois été professeur de musique. « C'est magnifique, maman, » dit Léna, retenant ses larmes. « Ton jeune homme aime aussi la musique, » remarqua Viviane. « Le beau qui vient te voir. Il vient aujourd'hui ? » « Plus tard, maman, il a dû travailler. » Viviane hocha la tête sagement. « C'est un homme bon, je le vois bien. »« Comment pouvez-vous le savoir ?» demanda Léna, curieuse de l'évaluation de sa mère. « À la façon dont il vous regarde quand vous ne le voyez pas, » dit Viviane simplement. « C'est comme ça que ton père me regardait. Avant, elle s'interrompit, un nuage familier passant sur son visage. Ces moments-là arrivaient aussi, la lucidité s'échappant, les souvenirs s'estompant. « C'est bon, maman, » dit Léna rapidement. « Chantons avec tout le monde. » L'après-midi passa dans un tourbillon de musique et de rire. Quand 6 heures arrivèrent, Léna fut surprise de voir non seulement Elliot, mais aussi Claire, son assistante, entrer dans la salle d'activité. Claire semblait mal à l'aise, son comportement professionnel déplacé au milieu de la chaleur décontractée des Chênes Dorés. L'expression d'Elio était tendue. « Elliot, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Léna, immédiatement inquiète. « Mon père, » dit-il doucement. Il est en train de monter un coup contre moi au sein de l'entreprise. Claire a surpris le plan et est venue me prévenir. Claire s'avança. « Monsieur Montaigne, je dois vous expliquer ?»« Pas ici. » Elliot l'interrompit. « Allons dans un endroit privé. » Ils se dirigèrent vers un salon des visiteurs vides. Dès que la porte se ferma, Claire commença à parler rapidement. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous espionner, monsieur Montaigne. Votre père m'a demandé de le tenir informé des affaires de l'entreprise. Et au début, ce n'était que ça. Mais ensuite, il a commencé à poser des questions plus personnelles, sur votre emploi du temps, sur qui vous voyez. « Et vous lui avez dit ?» dit Elliot d'un ton neutre. Claire eut l'air honteux. « Oui, je suis désolé. Il est très persuasif. Mais ce qu'il prépare maintenant est inacceptable. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Il va essayer de vous faire démettre de vos fonctions de PDG. » Léna haleta. « Peut-il faire ça ? Il possède toujours 40% de l'entreprise, expliqua Elio. Avec quelques alliés clés au conseil, oui, il pourrait le faire. Pour quel motif ? Demanda Léna. Claire répondit. Il prétend que M. Montaigne prend des décisions commerciales émotionnelles qui menacent la rentabilité de l'entreprise. Il cite spécifiquement les projets de luxe annulés, le don aux Chênes Dorés et l'achat de propriétés commerciales dans des quartiers indésirables. Ces mots, pas les miens. La mâchoire d'Elio se serra. Il utilise ma relation avec Léna et mes récents dons caritatifs pour me dépeindre comme instable. Je suis tellement désolé, murmura Léna. C'est à cause de moi. Non, dit Elliot fermement. C'est parce que je prends enfin des décisions que mon père ne contrôle pas. C'était inévitable. Claire s'éclaircit la gorge. Il y a plus. Votre père a rencontré certains de nos plus grands investisseurs, leur montrant des projections sur la façon dont votre nouvelle orientation nuirait soi-disant au profit. Il a été très persuasif. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Léna. Elliot resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis il se tourna vers Claire. « J'ai besoin de toutes les données financières des 5 dernières années. Et j'ai besoin des chiffres préliminaires du projet de développement mixte que nous avons lancé dans une banlieue parisienne. » Claire hocha la tête. « Je vous enverrai tout par email dans l'heure. Merci Claire. Et merci d'être venue me voir avec ça. » Après le départ de Claire, Léna prit la main d'Elio. « J'imagine que la soirée pâte est annulée. »
Il sourit malgré la situation. Remise à plus tard? Je dois me préparer pour demain. Bien sûr. Voulez-vous que je vienne avec vous? Pour un soutien moral? Elliot parut surpris. Vous feriez ça? Bien sûr que oui. Léna s'interrompit, réalisant ce qu'elle allait dire. C'était trop tôt, n'est-ce pas? Ils ne se voyaient que depuis quelques mois. Mais Elliot sembla entendre les mots non dits de toute façon. Ses yeux s'adoucirent alors qu'il la serrait contre lui. « Je vous aime aussi », dit-il doucement. « Je crois que c'est le cas depuis le moment où je vous ai vu pleurer dans cette cafétéria. Je ne savais juste pas ce qu'était ce sentiment. » Le cœur de Léna rata un battement. « Je vous aime », dit-elle, n'ayant plus peur des mots. « Et nous affronterons cela ensemble. » Le lendemain matin, Léna se sentit déplacée dans l'élégante réception du groupe Montaigne. Sa simple robe et son gilet contrastaient fortement avec les costumes de créateurs portés par tous les autres. Mais Elliot avait insisté sur sa place ici, et la douce pression de sa main sur son dos lui donna confiance. La salle de réunion était intimidante, une longue table en acajou poli entourée de cadres au visage sérieux. À l'extrémité, Richard Montaigne était assis, l'air arrogamment confiant. Ses sourcils se levèrent quand il vit Léna. « Est-ce une réunion d'affaires ou une rencontre mondaine, Elliot? »« Mademoiselle Dubois est ici à mon invitation, » dit Elliot calmement, guidant Léna vers un siège à ses côtés. « Elle a des aperçus précieux sur certains des projets que nous allons discuter. » Les yeux de Richard se plissèrent, mais il ne dit rien alors que la réunion était déclarée ouverte. En tant que président du conseil, il prit la parole en premier. « Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette réunion d'urgence car je crois que Groupe Montaigne fait face à une crise de leadership. Mon fils, à qui j'ai fièrement remis les rênes il y a 5 ans, a récemment commencé à prendre des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur un jugement commercial solide. Il continua en détaillant le comportement préoccupant d'Elio, les projets de luxe annulés, les dons caritatifs, l'achat de propriétés dans des quartiers populaires. En bref, conclut Richard, je crois que les récentes implications personnelles d'Elliot, ici, il jeta un coup d'œil appuyé à Léna, ont obscurci son jugement commercial. Je propose qu'il soit temporairement démis de ses fonctions de PDG pendant que le conseil évalue la situation. Des murmures circulèrent autour de la table. Plusieurs membres du conseil parurent mal à l'aise, mais pas nécessairement opposés. Léna sentit son estomac se nouer d'anxiété. « Sais-je puis me permettre de répondre ?» dit Elliot, se levant. Sa voix était ferme, confiante d'une manière que Léna n'avait jamais entendue auparavant. « Mon père suggère que j'ai perdu de vue ce qui fait le succès d'une entreprise, que j'ai laissé les émotions l'emporter sur un bon jugement. J'aimerais présenter une vision alternative. » Il fit un signe de tête à Claire, qui distribua des dossiers à tout le monde à la table. « Dans ces dossiers, vous trouverez les projections financières de ce que mon père appelle mes décisions émotionnelles. Le projet de développement mixte dans une banlieue parisienne attire déjà l'attention d'investisseurs responsables qui valorisent la durabilité et l'intégration communautaire. Les préventes sont 20% plus élevées que prévu. » Il tourna une page dans son propre dossier. « Les logements abordables que nous avons inclus dans le projet des Berges de Seine ont généré une couverture médiatique exceptionnelle, améliorant la réputation de notre marque auprès des acheteurs plus jeunes et socialement conscients. Exactement la démographie que nous devons courtiser à mesure que notre clientèle traditionnelle vieillit. » Les membres du conseil étudièrent les chiffres, semblant plus intéressés maintenant. Quant aux dons caritatifs, spécifiquement le don à l'EHPAD Les Chênes Dorés, je l'ai structuré comme la pierre angulaire de la Fondation Montaigne, qui offre des avantages fiscaux importants tout en créant un capital sympathie dans les communautés où nous espérons nous développer à l'avenir. Richard l'interrompit. « De jolis mots, mais le fait est que tu as abandonné 3 projets de luxe qui auraient été des générateurs de profits garantis. » « Est-ce le cas ?» riposta Elliot. « Jetons un coup d'œil au marché du luxe parisien en ce moment. » D'autres pages furent tournées, des graphiques affichés, sursaturation, prise en chute, logement vide pendant des mois. Pendant ce temps, la demande pour des développements mixtes et durables augmente. Je n'ai pas abandonné le profit, père. Je nous ai repositionnés pour être en avance sur les tendances du marché. Léna observa avec fierté Elio aborder méthodiquement chaque accusation de son père, étayant chaque point avec des données. C'était l'homme d'affaires qu'elle avait rarement vu, brillant, stratégique, tourné vers l'avenir. « Enfin, dit Elliot, j'aimerais aborder l'accusation personnelle. Oui, je suis en couple avec Léna Dubois. Non, elle n'influence pas mes décisions commerciales, du moins pas de la manière suggérée par mon père. » Il regarda Léna, ses yeux s'adoucissant juste un instant, avant de revenir vers le conseil. « Ce que Léna m'a donné, c'est une perspective.
La compréhension qu'une entreprise véritablement prospère ne se contente pas de générer des profits pour ses actionnaires, elle crée de la valeur pour les communautés, pour les employés, pour le monde que nous partageons tous. Ce n'est pas une pensée faible ou émotionnelle, c'est l'avenir des affaires. Richard se leva, le visage rougi de colère. C'est absurde. Tu parles comme un étudiant contestataire, pas comme le PDG d'une grande corporation. Les temps changent, papa, dit Elliot calmement. Soit nous changeons avec eux, soit nous sommes laissés pour compte. Les membres du conseil échangeaient des regards maintenant, certains hochant la tête pensivement. Je propose de surseoir à cette discussion, dit Barbara Dupont, le membre le plus ancien du conseil. Ces projections méritent une attention particulière. Elliot a présenté un argumentaire convaincant pour sa vision stratégique. Je seconde cette motion, ajouta un autre membre. Richard regarda autour de la table, réalisant qu'il perdait le contrôle du récit. Ce n'est pas fini, dit-il, ramassant ses papiers. Loin de là. Alors que la réunion se dispersait, plusieurs membres du conseil s'approchèrent d'Elliot, posant des questions sur le projet de banlieue parisienne, exprimant leur intérêt pour la Fondation Montaigne. Personne ne parlait à Roland, qui se tenait seul au bout de la table, observant son fils avec un mélange de colère et de ce qui aurait pu être un respect à contre-cœur. Quand tous les autres furent partis, Roland s'approcha enfin d'Édouard et de Raphaël. « Tu as changé, dit-il à son fils. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. J'ai mûri, corrigea Édouard. C'est différent. Le regard de Roland se posa sur Raphaël, et je suppose que je dois vous remercier pour cela. Oh, non, dit fermement Raphaël. Édouard a toujours eu ça en lui. Il avait juste besoin de la permission d'être qui il est vraiment, et non qui vous vouliez qu'il soit. Roland parut déconcerté par sa franchise. Vous n'êtes certainement pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Demanda Raphaël. Quelqu'un après son argent, sa position. Si c'est ce que vous pensez, vous ne connaissez pas très bien votre fils, dit Raphaël. Édouard mérite d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Roland l'étudia un long moment puis se tourna vers Édouard. Votre mère l'aurait aimé, dit-il de manière inattendue. Elle disait toujours que tu avais besoin de quelqu'un qui saurait voir au-delà du nom de Lambert. C'était ce qui s'approchait le plus d'une approbation qu'il pouvait espérer obtenir. Après une poignée de main maladroite avec son fils et un signe de tête à Raphaël, Roland quitta le bureau de direction. « Est-ce que ça vient vraiment de se passer ?» demanda Raphaël, stupéfaite par la fin presque courtoise de la confrontation. Édouard parut tout aussi surpris. « Je crois que mon père vient de nous donner sa bénédiction, à sa manière détournée. » Ils quittèrent le bureau main dans la main, tous deux ayant l'impression d'avoir franchi un seuil important. La menace pesant sur la position d'Édouard n'avait pas entièrement disparu, mais il avait présenté des arguments solides. Plus important encore, il avait défendu sa vision, ses valeurs, pour l'amour qui avait tout changé. 6 mois plus tard, par une parfaite journée de printemps, la librairie Viviane célébrait sa grande ouverture. La file s'étirait jusqu'au bout de la rue. Voisins résidents de la résidence Les Charmilles, en fauteuil roulant poussé par le personnel, amoureux des livres curieux attirés par l'article paru dans le journal local. Raphaël se tenait derrière le comptoir, accueillant les clients avec le même sourire chaleureux qu'elle réservait autrefois à ses visites à la maison de retraite de sa mère. Édouard se déplaçait dans la foule, s'assurant que les visiteurs âgés avaient des places confortables, que la table des rafraîchissements restait bien garnie. À une place d'honneur près de la petite estrade était assise Viviane Leclerc, ayant l'une de ses bonnes journées. Elle portait une nouvelle robe pour l'occasion, ses cheveux blancs coiffés par l'esthéticienne itinérante qu'Édouard avait fait venir pour les résidents de la résidence Les Charmilles. Quand l'affluence initiale diminua, Édouard prit le micro. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. La librairie Viviane n'est pas seulement une librairie, c'est un espace communautaire, un lieu où les histoires peuvent être partagées et les souvenirs créés. » Il jeta un coup d'œil à Raphaël qui le regardait avec fierté. Ce magasin existe grâce à une femme extraordinaire qui m'a appris que le succès ne se mesure pas en marge de profit ou en portefeuilles immobiliers. Il se mesure à la quantité d'amour que nous apportons au monde. Des acclamations éclatèrent dans la foule. Édouard poursuivit. « J'aimerais inviter Raphaël Leclerc, la gérante et le cœur de la librairie Viviane, à dire quelques mots. » Raphaël le rejoignit au micro, lui serrant la main avant de la prendre. « Les rêves ont différentes tailles, » commença-t-elle. Parfois, ils sont aussi grands que de diriger sa propre entreprise. Parfois, ils sont aussi simples que de trouver un bon livre à lire à quelqu'un que vous aimez. Elle regarda sa mère, qui souriait largement. Ce magasin porte le nom de ma mère, Viviane Leclerc, qui m'a appris que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour. Un choix de se montrer, de se soucier des autres, de donner ce que l'on peut même quand c'est difficile.
Ses yeux trouvèrent ceux d'Édouard dans la foule. Et parfois, si nous sommes très chanceux, l'amour nous trouve quand nous nous y attendons le moins. Il nous met au défi d'être meilleurs, de voir au-delà de nous-mêmes. Après les discours, tandis que les clients parcouraient les étagères et que Mélodie menait un chant en chœur avec les résidents de la résidence Les Charmilles, Édouard attira Raphaël dans le petit bureau à l'arrière du magasin. « Il y a quelque chose que je dois te demander, » dit-il, l'air inhabituellement nerveux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Raphaël. À sa grande surprise, Édouard s'agenouilla sur un genou et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Raphaël Leclerc, » dit-il, la voix pleine d'émotion, « tu as changé ma vie au moment où tu y es entré. Tu m'as appris ce qui compte. Tu m'as montré à quoi ressemble l'amour. Veux-tu m'épouser » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple, mais élégante. Les mains de Raphaël volèrent à sa bouche, des larmes montant à ses yeux. « Édouard, je sais que cela peut sembler rapide, » se hâta-t-il. « Nous ne sommes ensemble que depuis 9 mois, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. » Raphaël le releva. « Oui, dit-elle, la voix brisée par la joie. Oui, je t'épouserai. » Tandis qu'il glissait la bague à son doigt, Raphaël ajouta « Mais j'ai une condition. N'importe quoi. Nous vivons dans mon appartement, au moins à temps partiel. Cet appartement terrasse à toit est magnifique, mais il n'a jamais eu l'air d'une maison. » Édouard rit, la serrant contre lui. « D'accord, bien que nous puissions avoir besoin de passer à un appartement un peu plus grand, peut-être dans ce quartier, près du magasin, et de la résidence Les Charmilles. J'aimerais ça, » dit Raphaël, l'embrassant doucement. Quand ils retournèrent au magasin principal, Viviane remarqua immédiatement la bague. « Il t'a enfin demandé ?» exigea-t-elle, les yeux pétillants. « Je lui ai dit il y a des semaines de ne pas attendre trop longtemps. »« Tu savais ?» demanda Raphaël, surprise. « Bien sûr que je savais. Il m'a demandé ma bénédiction. » Viviane tendit la main vers les leurs, les tenant dans ses mains frêles. « La vie est courte, mes chéris. Trop courte pour gaspiller un instant d'amour quand on le trouve. » Ce fut l'un de ses moments les plus lucides depuis des mois, un cadeau précieux en cette journée déjà parfaite. Alors que la lumière de l'après-midi traversait les fenêtres de la librairie Viviane, projetant une lueur dorée sur les livres et les personnes venues célébrer, Édouard se tenait le bras autour de Raphaël, regardant sa mère jouer une mélodie simple sur le petit piano qu'ils avaient installé dans la section jeunesse. 9 mois auparavant, il avait été un homme différent, froid, isolé, mesurant le succès en euros et en transactions. Puis il avait suivi sa femme de ménage chez elle un soir et avait été témoin d'un genre d'amour qu'il n'avait jamais compris auparavant. Maintenant, en regardant la bague au doigt de Raphaël, le magasin qu'ils avaient créé ensemble, la communauté qui se formait autour d'eux, Édouard comprit enfin ce que la vraie richesse signifiait. Ce n'était pas l'appartement terrasse ou l'entreprise ou le portefeuille d'investissement. C'était cela, la joie dans les yeux de Raphaël, alors qu'elle regardait sa mère jouer. La certitude qu'il avait fait une différence dans la vie des résidents de la résidence Les Charmilles. Le sentiment de la main de Raphaël dans la sienne, une promesse de partenariat qui allait au-delà de la romance, vers quelque chose de plus profond, de plus durable. L'amour n'était pas seulement un sentiment, c'était un choix que l'on faisait chaque jour, un choix de se montrer, de prendre soin, de donner ce que l'on pouvait, même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers les vitrines de la librairie, Édouard et Raphaël se tenaient ensemble, entourés par la vie qu'ils construisaient. Ni la sienne, mais la leur. Une vie fondée sur la compréhension que la vraie richesse n'était pas quelque chose que l'on pouvait compter ou dépenser. C'était quelque chose que l'on portait dans son cœur et que l'on apportait dans chaque pièce où l'on entrait, même celle qui ne le méritait pas, jusqu'à ce qu'elle le mérite.